Bien. Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, Belgique et Luxembourg. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Monsieur le Président, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues à l'article 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête, outre, bien sûr, vos fonctions dans le groupe BlackRock. Aucune. Vous prendrez bien le micro pour que ça puisse être enregistré. Vous avez un petit bouton rouge. Voilà, merci. Monsieur le Président, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendu comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Souvent présenté comme le plus important gestionnaire d'actifs au monde, le groupe BlackRock collecte de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels pour investir sur les marchés financiers, notamment dans des actions et des obligations. À ce titre, selon une étude d'Euronext en 2023, BlackRock est l'un des principaux détenteurs d'actions au sein du CAC 40, avec 2,1% des actions, devant l'État français qui n'en possède que 1,9%. Vous avez en outre, Monsieur Cirelli, une riche expérience professionnelle, puisque vous avez exercé, entre autres, les fonctions en 2002 de directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, puis en 2004 de PDG du groupe Suez et en 2008 de GDF Suez avant de rejoindre BlackRock en 2015. On peut remonter un petit peu avant, où vous avez été également conseiller économique auprès du président Jacques Chirac. Après une présentation succincte de l'activité de votre groupe, nous aimerions connaître votre regard sur les aides publiques aux entreprises. Quelques questions pour orienter vos propos liminaires. Les aides aux entreprises jouent-elles un rôle quand vous décidez d'investir? Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont, selon vous, les aides dont l'efficacité est avérée, celles dont l'efficacité est douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Ensuite, notre rapporteur Fabien Gay vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête ici présents pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie d'avoir invité BlackRock dans le cadre des travaux de votre commission d'enquête. J'y vois une reconnaissance de la Haute Assemblée sur le rôle que joue BlackRock dans l'économie française, et je m'en félicite. Et si vous le voulez bien, je vais vous brièvement, comme vous l'avez souhaité, vous décrire l'organisation un peu de BlackRock en France, ce que nous y faisons. Vous rappelez les modes d'investissement, en effet, de BlackRock, parce qu'elles ont une influence directe sur votre question des aides. Et puis enfin, de répondre plus longuement à la problématique qui intéresse directement votre commission. Alors, BlackRock, je le répète, je rappelle parce qu'en français, on utilise le mot fonds tellement souvent pour dire des choses très différentes. Genre, il y a le fonds de pension, les fonds d'investissement, les fonds et les gestionnaires d'actifs.
Et donc, nous ne sommes pas un fonds d'investissement, c'est-à-dire que, contrairement à ce que certains pensent, nous n'achetons pas des entreprises pour les revendre à quelques années ou dans ou plusieurs années. Nous ne sommes pas un fonds de pension, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une caisse de retraite. En revanche, une grande partie de nos clients sont des fonds de pension. Ce sont donc nos clients. Voilà. Alors, on a été créé en 88, donc on est plutôt une jeune entreprise, 37 ans, je crois que c'est encore jeune, par deux personnes, M. Larry Fink et Rob Capito, qui sont toujours les patrons de BlackRock. Donc on a une certaine continuité, je dirais assez sénatoriale, si je peux me permettre, chez BlackRock. Et nous sommes présents en France depuis 2006, donc on va fêter l'année prochaine nos 20 années ici, c'est le plus bel âge de la vie, disaient certains. Quand je suis arrivé, moi, en 2018, on était 40, on est maintenant 220 à Paris, un peu plus même de 220. Une des raisons de cette croissance assez forte de nos personnels à Paris, c'est que nous avons fait l'acquisition d'une société française qui est dans le domaine des logiciels financiers, qui s'appelle Ifront, j'y reviendrai. Alors, la France est un grand pays de gestion d'actifs. C'est même, je crois... je dirais, après le Royaume-Uni, le plus grand pays de gestion d'actifs en Europe. Et nous avons plus de 700 concurrents en France. Et il y a énormément de sociétés de gestion d'actifs. Et en tout cas, c'est un pool de talents, comme on dit. En France, nous avons des gens, énormément de monde, bon, essentiellement à Paris, bien sûr, qui sont extrêmement doués dans ce métier. Et à Paris, nous avons 3 centres d'excellence. Nous sommes un petit peu répartis entre les pays européens. À Paris, nous avons les actifs privés, c'est-à-dire ce que nous investissons dans l'immobilier, pas qu'en France et une partie en Europe, ou dans la dette privée. La dette privée étant ce qui se développe énormément aujourd'hui, le crédit privé, pas le crédit bancaire. Aux États-Unis, d'ailleurs, le crédit privé est maintenant plus important que le crédit bancaire. Donc c'est un grand axe de développement, de financement des entreprises, nouveau. Nous avons toutes les questions de durabilité. Nous avons un centre sur en anglais, la sustainability, donc la durabilité en français, tout ce qui est durable, et la technologie. Et c'est par la technologie, donc avec notamment l'acquisition de cette société Ifront, faite en 2019, qui reste en France. Nous avons gardé toutes les équipes en France. La propriété intellectuelle est en France. Et ce sont des logiciels pour gérer les flux, notamment des sociétés d'investissement. Alors, nous, en France, on gère 56 milliards maintenant de l'épargne des Français, 51 milliards d'euros qui nous ont été confiés par des clients français. C'est plutôt modeste, enfin c'est un gros chiffre, mais c'est plutôt modeste dans l'asset management, dans la gestion d'actifs, pardonnez-moi mes quelques anglicismes qui reviennent de temps en temps. Nous sommes plutôt la 10e entreprise du secteur en France, vous voyez. Alors on est le premier étranger, mais si on devait nous comparer par rapport à nos grands concurrents, on est plutôt 9-10 aujourd'hui. Mais surtout, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est très important pour nous, sur lequel nous tenons absolument, c'est que si nous avons 56 milliards d'euros des Français, nous avons investi en France 240 milliards. Donc BlackRock en France est un importeur net de capitaux pour l'économie française. Et pas un petit apporteur, puisque quand même la différence, donc ça fait 180 milliards à peu près de plus. Ça, c'est les étrangers qui nous ont confié de l'argent pour investir en France. Voilà. Et ça, c'est pour nous le point essentiel, parce que c'est comme ça que nous pouvons dire que nous gérons et nous participons au développement de l'économie française par son financement, tant en actions qu'en obligations. Donc ça, c'est très très important et c'est le point essentiel que je voudrais vraiment souligner pour participer à leur développement et à l'emploi, puisque quand même, derrière tout ça, ce qui compte, c'est l'emploi. Voilà. Alors pourquoi ce succès français? Pourquoi la France attire? Pourquoi? Parce que, j'y reviendrai, mais on a un peu l'impression, quand on caricature un peu, qu'on peut se lever le matin et puis dire, bah tiens, aujourd'hui on vend toutes les actions françaises, puis on achète de l'or, puis pourquoi pas du pétrole, etc. Bon, ça ne se passe pas du tout comme ça. Nos clients, ce sont des financiers. Et donc, ils nous donnent des mandats. Et moi, j'ai pas voilà, il n'y a personne qui vient de me dire, je vous donne 100 millions, faites-en pour le mieux. On me dit, je te donne 100 millions, voilà où tu dois investir.
On veut des actions françaises, on veut des actions américaines, on veut de la dette, on veut quelque chose comme ça. Donc pourquoi le succès français? D'abord parce qu'on a beaucoup d'opportunités d'investissement en France, il faut quand même le souligner, grâce au CAC 40 en premier, et puis les PME dynamiques que nous avons dans plusieurs secteurs très porteurs, bien positionnés sur des grandes tendances de l'économie mondiale, même si, il faut quand même le reconnaître, le paysage des PME n'est pas aussi favorable que celui de l'Allemagne avec le Mittelstand ou même des PME italiennes. Voilà. Alors, on investit beaucoup dans les grands groupes cotés, d'abord pour une raison de liquidité, parce que, bon, si demain, vous avez une assurance vie et que dans votre assurance vie, vous avez des fonds BlackRock, demain, vous avez envie d'aller reprendre votre assurance vie. Donc, moi, je reçois un coup de fil de votre banque ou votre assurance qui me dit qu'il faut rendre l'argent le lendemain. Donc, un des problèmes que nous avons dans notre métier, c'est la nécessité d'être très liquide parce que les gens rentrent et sortent. Donc moi, j'ai malheureusement très peu de fonds dans lesquels je peux avoir plus d'une semaine ou deux pour rendre l'argent quand on me le demande. Donc quand vous êtes comme ça, vous êtes obligé d'investir dans des fonds, dans des actions liquides. Si je n'ai pas de liquidité, je ne peux pas sortir. Et si on vous dit vous ne pouvez pas récupérer votre assurance vie parce que ce n'est pas vendu, c'est un problème. Donc le CAC 40, là, il est liquide par définition. Donc par définition, c'est l'endroit privilégié où nous investissons. Je veux quand même le redire, ces grandes entreprises du CAC 40, parfois décriées, sont un atout formidable pour ce pays, pour notre pays. Il faut le dire et le redire, moi je pense, parce que d'abord elles sont très bien gérées, elles sont innovantes, elles sont ouvertes, elles sont dynamiques. C'est souvent des leaders mondiaux dans leur secteur. Et donc on est très à l'aise d'investir dans le CAC 40. Alors, ceci dit, là aussi, il y a deux idées qu'il faut garder en tête quand même quand on parle de BlackRock, le gros américain, on a l'impression qu'on va tout manger. On ne demande jamais des postes dans le conseil d'administration. Donc on n'est jamais membre de la gouvernance des entreprises. On participe au vote en assemblée générale, bien évidemment. Ça, c'est notre premier rôle d'investisseur. Mais on n'est jamais dans les organes de direction. Et deux, oui, on est un gros investisseur dans le CAC 40, mais comme vous l'avez rappelé, on est plutôt à 2,5 du CAC 40. Alors, en fait, si on veut être assez honnête, ce n'est pas tout à fait 2,5, parce qu'il faut enlever les trois grandes sociétés françaises du CAC 40 dirigées par des familles, où là, le capital est quand même qui sont les premiers actionnaires du CAC 40, d'ailleurs, au total. Et donc, si vous deviez regarder sur le reste, et on les enlève ceux-là, on est plutôt à 4 ou 5, mais nous, notre volonté, c'est pas de monter, parce que plus on monte, plus ça devient compliqué pour nous, parce qu'on a des ratios d'emprise, de diversification, donc on ne peut pas non plus beaucoup monter. Donc ce ne sera jamais BlackRock qui prendra 20% d'une boîte, etc. Ça, il faut le garder en tête. Bon, alors, dans les PME, on investit dans le SBF 120. Pour les autres, on investit plus du côté de la dette. Dans les entreprises de taille moyenne. Par exemple, je regardais, là nous avons investi plus d'1,8 milliard dans la dette privée pour financer les PME françaises ces dernières années. Et ça, c'est ce qui se développe beaucoup en ce moment. Nous avons une grosse équipe à Paris de plus de 8 personnes, de gérants qui investissent dans la dette privée de ces entreprises. Donc ils vont chercher, c'est les entreprises, par en général l'intermédiaire des banques, qui cherchent des financements et qui viennent donc nous voir. Nous investissons aussi en France dans les infrastructures. Alors, jusqu'en 2024, essentiellement dans le renouvelable. Ce que nous avons acheté, c'est le seul endroit où BlackRock est majoritaire. C'est dans les sociétés de renouvelables, notamment de l'éolien onshore terrestre. Et l'année dernière, BlackRock a racheté une société qui s'appelle GIP, qui donc maintenant est intégrée à BlackRock et qui a deux grands actifs en France. Le premier, il est une plateforme logistique dans le port du Havre, avec, bien sûr, on n'est jamais là tout seul, avec un grand logisticien, et 40% de Suez. Quand Veolia et Suez se sont
je ne sais pas quoi dire d'ailleurs, enfin, se sont fusionnés, défusionnés, enfin rapprochés, engueulés, enfin tout ce qu'on veut. Bon. Voilà, donc nous sommes rentrés ils s'étaient rentrés dans Suez, donc maintenant BlackRock est actionnaire à 40% aux côtés de Meridiam et de la Caisse des dépôts. Alors ça c'est très bien pour nous parce qu'on ne peut pas être beaucoup mieux dans l'écosystème français qu'être associé avec par exemple la Caisse des dépôts. Et nous, vous avez bien compris qu'un des grands objectifs de BlackRock, c'est d'apparaître. C'est compliqué quand on est d'origine américaine, mais c'est d'apparaître comme étant vraiment français en France. C'est le modus de l'AREFIN qui est vous devez être local, vous devez être dans l'écosystème et participer à l'écosystème le plus possible. Donc ça, c'est pour nous très important parce que c'est un pas supplémentaire de l'acceptation dans l'écosystème français. Alors, comment on investit? Donc, je vous disais, donc, nous sommes ni fonds d'investissement, ni fonds de pension. On gère pour compte de tiers, c'est la formule consacrée. Et donc, les 11 600 milliards que nous gérons, au départ, on a commencé à 80 millions, donc je dis grand respect pour nos patrons. 11 600 milliards que nous gérons, et ils ne sont pas dans notre bilan. Pas de bilan où ils sont chez les clients. Et c'est eux qui nous disent mettez-les pour notre compte dans telle boîte ou tel endroit, selon ce qu'ils décident. Sur le plan financier, et depuis quelques années, ils demandent aussi des critères extra-financiers, comme la prise en compte des enjeux environnementaux, comme la gouvernance, comme la transition, bien évidemment. Donc nous sommes une société de B2B, comme on dit, et pas de B2C. C'est-à-dire que nos clients, ce n'est pas malheureusement vous, madame ou messieurs, mais ce sont la Société Générale, BNP, AXA, Groupama, Crédit Mutuel ou les sociétés de retraite françaises qui, encore une fois, nous donnent des mandats très précis sur ce qu'elles veulent. Alors, on ne distribue pas donc, nos produits en direct, ce qui fait que vous ne verrez jamais dans aucun pays du monde, donc vous ne verrez jamais des boutiques de BlackRock où vous pouvez aller acheter des fonds. Voilà, mais nous passons donc par les assureurs, les banques et maintenant, depuis peu, les plateformes en ligne. Là aussi, qui se développent beaucoup. Un de nos grandes satisfactions en France, c'est d'avoir fait un très beau partenariat avec Boursorama, une filiale de la Société Générale, qui est la première banque française néobanque en ligne, où ils ont voulu lancer un PER. Depuis la réforme de Pacte, on a revu les plans d'épargne retraite. Et nous avons avec eux un PER qui est, je crois, toujours le moins cher de tous les PER français. Et ils ont déjà attiré 45 000 jeunes qui mettent leur argent tous les mois. Et ça, je trouve que c'est très très bien parce que c'est l'éducation financière. L'idée, c'est de demander aux jeunes de mettre 50 € par mois, mais sans arrêt, et de leur montrer que dans 30 ans, voilà, ils auront un truc en plus par rapport aux retraites actuelles qu'ils ont. Et ça marche très bien. Et ça, c'est aussi un très grand succès pour nous. Voilà. Alors, comment on investit? Nous, d'abord, un des atouts de BlackRock, c'est de pouvoir dire à ses clients, je peux te donner toutes les classes d'actifs que tu veux. Et dans tous les pays que tu veux. Et ça, c'est une force de l'entreprise, c'est de dire, vous voulez des actions japonaises, américaines, européennes, françaises, vous voulez de la dette, vous voulez de l'infrastructure, vous voulez quelque chose, voilà. On a la panoplie. Alors, on n'est peut-être pas bon sur tout, mais grosso modo, on est assez bon sur la totalité, sinon je pense qu'on n'aurait pas les succès qu'ils ont. Et puis donc investir. Alors, dans le processus d'investissement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux types dans ce métier de la gestion d'actifs. Il y a deux grandes façons de gérer les investissements. Alors, on les a appelés bizarrement actifs et passifs. La gestion active, c'est des équipes qui choisissent des sociétés. Donc vous avez un monsieur qui dit moi je veux investir dans l'automobile, alors est-ce que j'investis en Allemagne ou en France? J'investis en France, est-ce que je prends Peugeot ou je prends Renault? Il faut prendre plus celui-là que celui-là. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle gestion active, c'est-à-dire vous choisissez un par un avec des gérants, des équipes de recherche, tout ça pour vous dire voilà où il faut investir. Et puis, il y a une autre gestion, qui est la gestion dite passive, qui s'est développée plus récemment, où là, vous investissez dans des indices ou dans ce qu'on appelle des ETF. Alors, le mot ETF est devenu maintenant un tout petit peu à la mode en France, parce que depuis quelque temps, on en parle comme étant quelque chose qui se développe, notamment chez les jeunes, où là, vous investissez dans un panier.
Par exemple, vous dites, c'est pas le bon exemple, mais vous dites, ben moi, plutôt que de prendre telle action du CAC 40, je préfère celle-ci ou celle-ci, je ne sais pas trop. Est-ce que, bon, j'ai regardé la télé, machin, je ne sais pas quoi. Vous dites, ben, je veux le CAC 40. Et donc, nous avons un fonds, un ETF ou un indice qui réplique le CAC 40. Alors, quand vous répliquez le CAC 40, bah, si l'entreprise A du CAC 40 fait 5% du CAC 40, bah, moi, j'ai 5% de l'entreprise. Donc, je fais exactement. Alors, cette gestion indicielle, elle se développe énormément, même si elle est encore minoritaire. Dans le monde, c'est plutôt 15 à 20%. Il reste encore 80% d'actifs. En France, on est un tout petit peu en retard pour plein de raisons, mais elle se développe important. Et BlackRock est le premier, là, c'est le seul endroit où nous sommes vraiment dominants, c'est dans cette région, dans cette gestion indicielle ETF, où nous avons à peu près 30 à 40% du marché mondial. Alors, justement, c'est un peu là le problème pour la Commission, c'est que quand je suis dans l'indice, dès que vous êtes dans l'indice, moi j'ai 90% de mes actions que j'ai achetées qui sont indicielles. Donc ma gestion active, où je choisis, est-ce que je choisis la France ou machin, c'est 10%. Donc 90% des actions que nous avons sont, je dirais, obligatoires. Que nous aimons la stratégie de l'entreprise, que nous détestions le PDG, que nous n'aimons pas ce qu'il fait ou qu'il aime, je suis obligé d'avoir sa part dans l'indice. Donc, voilà. Alors, bon, il y a des patrons qui disent bah, à quoi tu sers puisque de toute façon, même si tu m'aimes pas, tu ne peux pas partir. Et c'est vrai qu'on ne peut pas partir. Alors, comment on agit bah, il y a la seule chose qu'on peut faire dans ce moment, bah, c'est de voter aux assemblées générales. Et donc, la parole de BlackRock vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise, elle ne s'exprime qu'une fois par an à l'assemblée générale où on vote sur toutes les résolutions. Et quand on n'est pas content, nous avons, une politique qui est quand on n'est pas content, on vote contre la réélection des administrateurs qui sont. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui nous disent mais pourquoi tu votes contre moi alors que je n'ai rien fait? Et on est obligé de lui dire mais nothing personal, rien de personnel, c'est que les gens ne vous croient jamais d'ailleurs quand vous leur dites ça, j'en ai rien contre toi, mais on n'aime pas la stratégie de ta boîte et donc on vote contre la. Alors est-ce que ça se fait souvent? Bah, l'année dernière, on a dû voter à peu près entre 2500 fois et 3000 fois contre les administrateurs qui se. Donc c'est pas quelque chose d'extrêmement, je veux dire, limité, ça se fait très très souvent. Donc nous. Voilà. Alors, dans les marchés privés, alors là, donc, quand on fait un peu de la dette privée et tout ça, là, nous avons plus de liberté parce que là, on est pour plus longtemps et donc là, on peut prendre un certain nombre de décisions différentes. C'est plus petit par définition par rapport aux masses dont je vous parlais, mais voilà. Donc, quand on regarde les aides publiques à l'investissement, et maintenant pour revenir au dernier point sur comment est-ce que ça sert à quelque chose pour vous? Bah, comme je vous disais, 90% de la gestion en equity, en action, c'est de l'indice, donc la réponse est non. On ne regarde pas s'il y a des aides, s'il n'y a pas d'aide, puisque de toute façon, on doit avoir dans l'indice que nous prenons, alors vous pouvez faire un indice du luxe, vous pouvez faire un indice de l'industrie automobile mondiale. Alors en général, vous essayez d'avoir des indices qui sont en dehors d'un pays, parce qu'il faut un peu équilibrer et répartir les risques. Mais donc on ne prend jamais la question de l'aide. Alors ça ne veut pas dire que les aides sont inutiles, injustifiées, et tout ça. N'allez pas dire, bon là, BlackRock dit, il n'y a pas besoin d'avoir des aides puisqu'il ne les regarde pas. Hein. C'était vous, monsieur Fabien. C'est bon, l'audition est finie. On va s'en arrêter là. On s'arrête là. Voilà, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, pour nous, par définition, sur l'angle pur de l'investisseur que nous sommes compte de tiers, ce n'est pas un sujet. Voilà. Et je pense que tous les autres gestionnaires d'actifs que vous pourriez entendre dans cette commission d'enquête vous diraient la même chose. Même, je dirais même que pour nous, hein, quand vous êtes financier, plus il y a d'aide, plus c'est un facteur de risque. Parce que plus il y a d'aide, plus on se dit, pérennité de tout ça, est-ce que c'est bon, pas bien. Alors, quand vous avez des aides sectorielles, ça va encore. Des aides plus ciblées, c'est plus compliqué. Donc, pour les gestions actives, là où on peut prendre en compte la question de l'aide,
où là on descend dans l'entreprise même, en disant est-ce qu'il faut acheter telle boîte plutôt qu'une autre, c'est toujours un critère secondaire. C'est jamais un critère qui détermine, alors, sauf dans un secteur. Par exemple, je ne peux pas vous dire, dans le secteur des énergies renouvelables, qui est un secteur aidé d'une certaine façon, naturellement, vous allez regarder le système d'aide, comment il se compare par rapport au système d'aide allemand, italien, espagnol. Et je dirais plus que ça, c'est est-ce qu'il est facile de construire des champs d'éoliennes en France, plus compliqué parfois bien qu'ailleurs, et puis est-ce qu'il y a pérennité du modèle? Bon, en France, on a dû revenir par une fois sur une rétroactivité des aides à l'éolien en mer. Alors nous, heureusement, on n'était pas concernés, mais ça, pour un investisseur, il n'y a rien de pire que de la rétroactivité. Enfin, dans tous les domaines, la rétroactivité, c'est jamais ce qu'il y a de mieux, hein. Mais là, c'est clair. Mais donc, un secteur comme l'énergie, naturellement, la façon dont la puissance publique aide le secteur a un impact, parce que ça a un impact sur les prix, ça a un impact sur tout. Voilà. Donc, mais en général, c'est quand même très secondaire. C'est pareil, je dirais, pour les autres, sur la dette privée. Alors, la dette privée, c'est encore pire, je dirais, parce que si vous avez des entreprises qui, là, une à une, viennent vous voir en disant « moi, je suis très aidé », là, c'est vraiment un facteur de risque. Là, on se dit, oulala, nous, ce qu'on cherche, c'est des business qui sont, comme on dit, résilients dans la durée, qui peuvent se passer d'aide. Parce que, alors, il peut y avoir des aides au début, ça c'est très bien et tout ça, mais si on a le sentiment que l'entreprise ne peut vivre que sur un dispositif public, on se dit, ça va pas, c'est pas sûr que ça dure autant que les contributions. Voilà. Donc, en gros, vu du côté d'un gestionnaire d'actifs, et je terminerai là, parce que je suis déjà assez long, la question des aides, elle est regardée, bien évidemment, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la prévisibilité, la stabilité de la réglementation. C'est ce que vous faites, vous, parlementaires, c'est l'environnement juridique et l'environnement réglementaire. Est-ce que nous sommes dans un pays où il y a une stabilité de la réglementation, où il y a de la prévisibilité? Ça peut changer, bien évidemment, hein. La loi, elle n'est pas là pour l'éternité, mais est-ce que quand elle change, c'est prévisible, c'est compris, etc. Ça, c'est ce qui est le plus important. Après, ce qu'on regarde, c'est l'attractivité globale du pays. Et là, je dois dire que la France, elle est dans le top du tableau, en tout cas en Europe, hein, et d'ailleurs ce qu'a montré le développement des investissements étrangers en France. Et donc nous, on est vraiment très heureux de participer à ce grand mouvement de développement de l'économie française, auquel quand même, je pense, beaucoup a été fait dans les dernières années, et de participer plus que l'argent que les Français nous donnent pour l'industrie. Et dans les 56 milliards que je vous parlais confiés par les Français, une immense majorité est pour des investissements en France. Bon, les gens veulent de l'Europe, mais aller aux États-Unis, pas trop. Oui. Sortir de l'Europe, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment être dans les gens riches qui me disent, bon, ben voilà, je mets 10% de mes actifs en dehors de la sphère européenne, mais chacun, c'est vrai pour tout le monde, chacun n'aime pas trop sortir de son précaré, quand même, où il arrive à comprendre les tenants et les aboutissants. Voilà, je m'arrête là en vous remerciant à nouveau et pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous avez effectivement répondu à ma première question, mais j'en avais quelques-unes d'autres. Et avant de céder la parole à notre rapporteur, j'aurais aimé quand même profiter non seulement de votre expérience, mais des différents postes que vous avez pu, notamment au niveau exécutif de l'État, sur la vision que vous avez sur les aides publiques aux entreprises en France, l'évaluation que vous en faites, et sur, allez, si on pouvait, de ce que vous savez sur le domaine, citer des aides dont vous pensez qu'elles sont d'une efficacité totale, d'autres, ou au moins une que vous dites on aurait peut-être pu s'en abstenir de celle-ci, et si vous pensez qu'au niveau du contrôle, au niveau du suivi, au niveau de l'évaluation, est-ce que on est plutôt bien, allez, je me permets le terme, plutôt bien équipé en France, ou est-ce qu'il peut mieux faire? Merci.
On peut surtout bien mieux faire. Je crois qu'il y a un sujet qui intéresse, j'anticipe sur le rapporteur peut-être, mais il y a un sujet qui intéresse, j'ai compris, M. Gay, et sur lequel je suis totalement en accord avec lui, c'est déjà la transparence. Le mot est important et ce qu'on met derrière sera important, mais je crois que la transparence sur les aides est quand même quelque chose d'important. On doit rapporter sur tout. On doit rapporter sur tout. Moi, je dois rapporter sur... Enfin, les entreprises doivent rapporter sur leur consommation d'eau maintenant, sur le nombre de femmes dans les COMEX, sur... Pourquoi ils ne rapporteraient pas clairement sur les aides? Et puis, ce n'est pas le truc le plus compliqué. Mais dans une entreprise, aller savoir rapporter la consommation d'eau, bon, quand vous avez 50 établissements, il faut aller chercher. Tout ça, c'est beaucoup de... Bon, voilà. Donc, la transparence, moi, je trouve que c'est bien. Sur les aides, il y a tout ce qui est, mais ça je laisse de côté, les aides à l'emploi, qui est quand même la politique sociale de ce pays, les charges sociales, la compensation, jusqu'où, enfin vous connaissez ça bien mieux que moi, surtout dans cette commission. Bon, ça chacun a son avis sur comment on doit aider, pas aider, est-ce que c'est bien fait, bien calibré, pas calibré, jusqu'à quel SMIC, etc. Bon, je ne vous dirai rien. Ce qui est important, compte tenu de notre système et du poids des cotisations, c'est bien qu'il y ait une sorte d'aide aux entreprises. Ça me paraît quand même indispensable. Après, est-ce que tout ça est toujours bien calibré? C'est un autre sujet. Il y a un sujet sur lequel je sais, alors, qui est extrêmement pénible pour moi. Moi, dans toutes les entreprises que j'ai vues, toutes me disent le crédit impôt recherche, c'est très important. C'est très important. Alors, la difficulté du crédit impôt recherche, c'est que... Pardonnez-moi, est-ce que ça fait partie vraiment importante Ouais. du fait qu'on vous demande notamment d'investir en France? Je crois qu'en tout cas, c'est un élément très important parce que qui dit crédit impôt recherche, dit innovation, dit développement. Nous, si vous voulez, il faut bien voir la philosophie de BlackRock. Si vous voulez, nous, on doit avoir 60%, peut-être un peu plus même, de ces 11 000 milliards qui sont de l'argent prêté par les caisses de retraite. Donc c'est pour payer les gens qui sont à la retraite. Donc c'est énormément d'argent. Donc c'est une immense on voit ça comme une immense responsabilité. Alors souvent on dit vous voulez de la capitalisation pour tuer la répartition. Chaque pays fait ce qu'il veut et puis c'est très bien comme ça. Si vous pensez qu'il en faut pas, il en faut pas. Et si vous pensez qu'il en faut, nous on est ni. Alors c'est pas nous qui allons prendre. Non, vous avez pris des positions. J'ai lu monsieur le rapporteur, mais non, BlackRock n'est pas là pour vous dire la capitalisation est la solution de la retraite française. C'est aux Français de décider. Point. C'est pas surtout pas une boîte étrangère qui va vous dire ce qu'il faut faire dans ce domaine-là, qui est un sujet immédiatement politique en plus. Mais donc on a devant nous, donc quand vous avez 6 000 milliards qui vous ont confiés pour la retraite des autres, la responsabilité qui sont sur les épaules des patrons, elle est énormissime parce que c'est les rêves des gens, c'est la capacité de donner des sous à ses enfants, de faire son projet immobilier, etc. Donc BlackRock, il ne pense qu'à une seule chose, c'est comment je peux rendre les gens contents. Et c'est en restant le plus longtemps et en pensant qu'une seule chose, c'est pas en sortant et en faisant un coup sur une boîte en disant ça y est, j'ai gagné ça et je repars, c'est que l'économie doit croître, qu'il doit y avoir de la croissance dans l'économie qui va faire que le gâteau va être plus grand et donc tout le monde sera content et va pouvoir rendre l'argent et même plus à ceux qui nous l'ont confié. Et donc nous sommes pour le développement. Alors non, c'est l'anti-décroissance, c'est bien BlackRock. Et nous sommes pour le long terme, parce que c'est que dans le long terme. Si vous aviez placé 100 € il y a 30 ans, là, aujourd'hui, vous seriez assez content d'avoir, et vous partez à la retraite, ça marche. Alors, bien sûr, il y a des problèmes sur les marchés financiers de temps en temps qui sont mis en avant, mais en tout cas, ça marche. Mais ça veut dire que, fondamentalement, pour que nous arrivons à faire notre travail, il faut que l'économie croisse. Et donc, pour que l'économie croisse, il faut du développement, il faut de l'innovation. Donc, le crédit impôt recherche, il est très important. Et ce qui m'ennuie toujours, pour avoir passé dans l'administration une grande partie de ma vie, c'est que dès qu'on commence à dire qu'il faut faire des économies, il ne faut pas attendre 3 minutes sans qu'on dise « et si on remettait en cause le crédit impôt recherche ?» Il est mal calibré, il est pas... Alors peut-être il y a peut-être des choses à revoir. Moi, je ne suis pas le spécialiste, mais je trouve toujours assez affligeant que dès qu'il faut faire une économie, dans les 3 secondes, c'est hop, le crédit impôt recherche.
Bon, je pense que je suis par ailleurs administrateur de sociétés françaises. Je peux vous dire que heureusement qu'il y a le crédit impôt recherche pour garder des chercheurs en France, les payer au prix qu'il faut payer par rapport à d'autres. Donc ça, celui-là, me semble-t-il, il est essentiel. Le reste, les aides sectorielles, il y a souvent ces choses qui sont pas forcément géniales, mais bon. Après, il y a aussi la politique dans tout ça. Donc, je ne sais pas si vous venez me donner quelque chose de plus tangent en disant « Et que pensez-vous de cette aide ?» Je ne vous donnerai pas une réponse black-rockienne, je vous donnerai une réponse cyrélienne. Mais bon, après, non, on n'est pas... Quand vous regardez les autres, on n'est pas les plus aidés. Allez venir, pardon, vous qui travaillez sur une grande partie du monde, le positionnement des aides publiques en France par rapport à ce qui se fait à l'étranger, ce que vous pouvez voir, alors des États-Unis à d'autres pays européens. Non, ce que je vois, il y a deux choses. D'abord, il y a des pays mieux organisés que nous. Ça, c'est sûr, notamment pour l'exportation. Les Italiens sont parfois bien meilleurs que les Français pour ça, par exemple. Il y a les garanties publiques. Parfois, on ne veut pas des aides, mais des garanties publiques. L'importance des rôles comme la COFAS, etc. Bon, ça, c'est très important. Moi, dans une vie antérieure, je construisais des centrales énergétiques au Moyen-Orient. Je ne pouvais les construire qu'avec les Japonais, parce qu'il n'y avait que les Japonais qui me donnaient des garanties publiques pour investir au Moyen-Orient, alors que les Français et l'Europe. On disait, mais faites un truc européen pour garantir aux entreprises américaines le financement dans ces pays. On n'a jamais pu y arriver. Bon, donc voilà, oui, il y a des choses, mais grosso modo, il ne faut pas se faire d'illusions, tout le monde aide beaucoup ces entreprises. Après, il y a des choses un peu étonnantes, mais là, ce n'est pas les entreprises, la façon dont parfois on aide, voilà, quand il y a le marché de l'énergie étant très imparfait et voire dysfonctionnant en 2022, et qu'on aide tout le monde, mais ça, c'est pas les entreprises, c'est plutôt les particuliers. Est-ce qu'on a besoin de payer à tout le monde la hausse du prix de l'électricité? Peut-être pas. Voilà. Oui, il y a eu aussi un certain nombre d'aides pour des entreprises plutôt grandement énergivores. Ah ben mais ça après, il y a un sujet, mais ça c'est le sujet. C'est pas des aides d'État, mais c'est vrai que si on veut réindustrialiser ce pays, il y a d'abord une question du prix de l'énergie. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et ce qu'on n'avait pas compris, et ce qu'on a compris, c'est que jusqu'en 2022, en fait, l'Europe avait un avantage compétitif dans l'énergie. On payait l'énergie moins cher que les Chinois et les Américains. Et maintenant, c'est l'inverse. Et donc, alors vous pouvez durer quelques années, mais bon, voilà. Donc, c'est effectivement la première chose que nous disent les entreprises aujourd'hui. Au-delà du montant des cotisations sociales qui vient juste après, c'est quand même le coût de l'énergie en France. Je vais, si vous le permettez, Monsieur le Président, donner la parole à notre rapporteur, Fabien Gay. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci de vos propos introductifs. Je pense que nous allons avoir une audition assez passionnante. Vous redire, je sais que vous avez eu un questionnement de pourquoi nous, et ce qui peut apparaître tout à fait logique, parce qu'on a décidé d'abord de faire des chercheurs, des économistes, l'administration, des syndicats salariés, puis après d'auditionner entre 20 et 30, je ne donne pas tout à fait le chiffre, parce qu'encore il y a 2-3 auditions à Calais, donc entre 20 et 30, en prenant toujours 2 par secteur, pour ne pas privilégier l'un ou l'autre, ou être accusé de l'un ou l'autre, dans la grande distribution, Carrefour, Auchan, l'automobile, Stellantis et Renault, et on peut les collectionner comme ça. Mais à un moment donné, je me suis aussi rappelé de cette belle phrase d'un candidat à l'élection présidentielle qui avait d'ailleurs été élu sur ça: le monde de la finance, c'est mon ennemi. Et il avait dit: il n'y a pas de visage. Alors moi, j'ai toujours rêvé de voir le visage du grand capital. Donc, BlackRock, gestion d'actifs pour compte tiers, j'ai envie de dire, c'est passionnant. Et d'avoir de votre regard
sur la question des aides publiques, de la transparence, du conditionnement, de la critérisation, puisque le monde de la finance, et vous atténuez un peu votre, en vérité, pouvoir serait trop un mot, mais en tout cas, votre volonté politique, et moi, pour le coup, ça ne me choque pas. Par exemple, vous intervenez assez fortement dans les débats politiques, au sens noble du terme de la politique. Vous avez évoqué, par exemple, la question de la capitalisation sur la question des retraites, qui est un débat qui nous a animés en commun. D'ailleurs, je le dis assez, puisque ici, il y a des gens qui sont plutôt sur le projet de capitalisation. Vous aurez compris que je suis plutôt pour sauvegarder le système par répartition, mais c'est un débat, et je sens bien, mais voilà, et il y en a qui sont pour un système mixte, voilà. Bon, et c'est un débat qui, quand je vois le débat politique aujourd'hui, me dit que malheureusement, nous allons y revenir, et peut-être pas d'ici fort longtemps. Donc c'est une question essentielle pour moi, et d'avoir votre regard. Vous avez dit donc que vous étiez d'accord pour la transparence, et moi je suis assez saisi d'un fait, c'est que l'administration, lorsqu'on l'interroge, à peu près toutes les administrations centrales, lorsqu'on a demandé sur la question de la transparence, on dit très complexe, attention, secret des affaires, secret fiscal, on ne sait pas faire. D'ailleurs, on n'est pas d'accord sur la définition générale de ce qu'est une aide publique ou pas, et on n'arrive pas à avoir un montant précis, et il n'y a aucune donnée agrégée. Il existe 2200 dispositifs, et personne ne se parle entre eux. Ça va de l'aide régionale à l'État au niveau européen, bref. Et il y a à peu près 200 acteurs qui distribuent de l'aide publique. Bon, donc vous voyez, on est quand même dans un millefeuille assez. Et un chiffre, on aura peut-être à dialoguer sur est-ce que nous on donne une définition ou pas, mais ça seront les conclusions, entre 70 et 250 milliards d'euros, donc on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Non, moi je veux d'abord vous demander, puisque la transparence, donc pour BlackRock, je ne demande pas celle des aides publiques où vous gérez, notamment dans les 17 entreprises du CAC 40, ce n'est pas la question. Mais est-ce que BlackRock, en tant qu'entité, touche ou pas des aides publiques? Est-ce qu'elle a des exonérations de cotisations sociales, par exemple? C'est une question. Est-ce que vous pratiquez le mécénat? Bon, ça peut être. C'est hier, je ne sais pas, mais bon, est-ce que oui ou non? Voilà. Et si c'est oui, quel dispositif, auquel dispositif vous concourez? Est-ce que vous pouvez nous donner un montant? Alors, on a un peu d'aide publique, oui. Oui, on a du crédit impôt recherche. Voilà, oui. Alors, le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est celui de 23. On a 210 000 euros de crédit impôt recherche par essentiellement notre société, donc Ifront, qui a une grosse propriété intellectuelle en France et qui fait donc des développements. C'est par là que nous avons. Les exonérations, on les a, on ne doit pas en avoir beaucoup parce que je crois que nous sommes, cotisation, on est des gens plus payés que... Ouais. Au niveau des salaires ne concourt pas aux exonérations. Il y en a peut-être un tout petit peu, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup chez BlackRock sur les 200. Oui, il n'y a pas beaucoup de salaires à moins de 1,6 du SMIC. Ouais, non. Oui. C'est combien de salariés, BlackRock? 220. En France, c'est 220. Non, je crois même qu'il n'y en a pas du tout, là. Pas du tout. Non, il n'y en a pas du tout. Mécénat, on en fait. Alors, on a fait une grosse opération, mais on n'a pas voulu le dire parce que c'est toujours ces périodes dans le Covid. Notamment, on a donné de l'argent aux hôpitaux et d'ailleurs aussi au Secours populaire. Voilà, on continue, on fait du mécénat sur deux angles. Les jeunes femmes, beaucoup les jeunes femmes. On fait du mécénat sur des jeunes, notamment d'ailleurs de la Seine-Saint-Denis, sur
comment se présenter pour un emploi, donc avec ça c'est des employés de BlackRock, et comment il faut s'habiller, mettre une cravate, quand vous allez à un entretien d'embauche pour que voilà, vous ayez toutes les chances de votre côté, comment on se présente devant quelqu'un qui est peut-être votre employeur, etc. C'est du mécénat de compétences. Ça, c'est du mécénat de compétences, mais ça, c'est comme nous, on a des jeunes. Hein, on a, sur la moyenne d'âge, doit être plutôt vers 35 ans. Chez nous, c'est plutôt que des jeunes. Ça les engage beaucoup, ces choses-là. Et puis, on fait de l'éducation financière. C'est de qu'apprendre aux gens vraiment voilà. Ça, c'est essentiellement ce qu'on fait. Sinon, c'est une maison très bien tenue pour les sous, donc on ne va pas se disperser On imagine. Ailleurs. Mais le montant, alors à peu près, de mécénat, à peu près par an. Ça doit représenter quoi? Quelques centaines de milliers d'euros. Moins du million. Ah oui, moins du million. D'accord. Moins du million. Ouais. Non, on a une fondation, mais qui est internationale, qui investit, alors qui essaye de faire des programmes sur tous les pays. Bon, on avait fait un truc là avec, comment il s'appelle d'ailleurs, qui fête aujourd'hui son anniversaire là, sur l'emploi aussi. C'est que de l'emploi. On essaye d'être, voilà, on essaie de Génération France. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, ça c'est une association qu'on a beaucoup qui est mondiale. On essaye de, voilà, c'est l'emploi et l'éducation financière et les filles. Enfin, les jeunes femmes, disons, plutôt que... Deuxième question, avant d'en venir, j'en ai 3. Bon, il peut y en avoir 4. Hein. N'hésitez pas. Vous permettez 4 Eh oui, j'en aurai 4. Bah, c'est vous qui décidez. J'en trouverai une 4e. Dans votre introduction, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, qui est à contre-courant, à peu près de ce qu'on entend dans l'ambiance générale lorsque on auditionne des grands PDG, et y compris en ce moment même. On a toujours la question autour de la France n'est pas compétitive, n'est pas assez compétitive, et on a un débat sur le modèle social. On nous dit, voilà, regardez, comparé même à d'autres voisins européens, nous ne sommes pas compétitifs. Le fameux, entre guillemets, coût du travail est trop élevé, confondant charges et cotisations, ce qui est toujours pour moi un irritant, mais ce n'est pas grave. Même dans la course au niveau de la Chine, des États-Unis, en plus en ce moment, dans la guerre évidemment commerciale que nous connaissons. Et vous avez dit, la France, elle est attractive. Et plus que aide publique ou pas, ou à quel niveau, ce qu'on regarde, ou nos clients regardent à travers nous, pour être plus exact, c'est la question de la prévisibilité et de la stabilité. Je l'ai noté. Donc, c'est-à-dire, je sais que je vais investir, que la réglementation ne va pas changer sur 5 ou 10 ans, et que donc, on peut attendre un rendement, peu importe, X par année, et que, très vraisemblablement, sauf accident, puisque lorsqu'on boursicote, comme en ce moment même, d'ailleurs, heureusement qu'on n'est pas passé au système de capitalisation, permettez-moi de le dire, parce que là, hop, elle aurait pu baisser. Je n'ouvre pas le débat. Je n'ouvre pas le débat, mais c'est la période que nous vivons et pour ceux qui défendent le système par répartition, un bon moment. Mais au-delà de ça, donc, est-ce que vous pouvez creuser ça? Parce que moi, ça m'intéresse. Parce que, pour le coup, quand je redis, c'est un peu à contre-courant. On nous dit toujours, la compétitivité en France, c'est difficile, c'est difficile. Et vous dites, bah non, c'est... et d'ailleurs, je crois que c'est autour de 245 milliards d'investissements chaque année en France. Vous pouvez me corriger le chiffre. Hein. C'est ce que j'avais trouvé. Ah, vous l'avez dit. Pardon. Mais je l'ai pas. Bon, à peu près. Donc, ça veut dire que nous sommes attractifs, y compris pour des gestionnaires d'actifs pour compte tiers comme vous. Oui, parce qu'on a de belles entreprises et qui. Non, j'en prie. Après, ils vont vous dire ce qui est la vérité vraie, c'est qu'ils ne font pas tout leur chiffre d'affaires en France. Et donc, pour être aussi compétitifs, il a fallu aller à l'étranger. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Bon, maintenant, il faut quand même se poser la question du site industriel français et de savoir là où il est, qu'est-ce qu'on peut faire. On est compétitif, on est attractif, on a eu la chance d'avoir une grande période de stabilité.
Franchement, 17, 24, les gens disaient bon bah ça y est, vous êtes revenus normaux sur la fiscalité, vous êtes revenus normaux sur beaucoup de sujets. Bon, restez comme ça. Choose France est un immense succès. Vous allez à Choose France, vous voyez les gens qui arrivent, le monde entier, disant mais qu'est-ce que vous avez réussi Bon, les infrastructures, il y a plein de choses. Paris, on ne met pas assez Paris en avant. Paris attire. Les gens, vous leur dites, vous allez devoir venir en France et habiter à Paris, c'est pas aller à Francfort ou à Düsseldorf. Oui, mais Paris n'est pas la France. Paris n'est pas la France. Mais Paris n'est plus le désert. Et il n'y a plus que le désert français derrière, heureusement. Mais donc, il y a énormément... voilà, le côté international, c'est très... La finance française. On a quand même les premières banques européennes sont des banques françaises, dans la BNP Paribas en premier. Bon, Crédit Agricole, bon, tout ça, il y a tissu, voilà. Après, ils ont un certain nombre de questionnements. Je peux vous dire, vraiment, entre nous, c'est bien que c'est enregistré, que peut-être pas dire des choses comme ça, mais les gens vous posent non, mais allez-y, on est entre nous. Ils ont un sujet sur l'immigration. Ils disent, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? On ne comprend pas bien ce qui se passe, comment vous gérez le sujet. C'est un peu compliqué, mais enfin bon, c'est un questionnement. Vous n'arrivez pas à assimiler, vous avez fait, comment bon, donc ça, c'est toujours... Mais ce n'est pas un sujet qui va faire qu'on ne viendra pas, on viendra, ou on viendra, mais c'est un sujet qui pose, qui a un questionnement. Le sujet des retraites, il n'est pas bien compris, et pas sur l'angle capitalisation versus répartition. Il n'est pas bien compris en disant, mais ils arrivent à faire quelque chose ou pas? C'est tout. C'est dire, bon, moi je ne dis pas il faut 60, 62, 65, 67, mais ils n'y arrivent pas. Bah, voilà, alors on a fait quelque chose, mais non, mais c'est rouvert, alors vous allez revenir, et donc ça donne l'idée là que, voilà, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se décider. Donc si on pouvait mettre le sujet derrière d'une façon ou d'une autre, c'est beaucoup mieux, ça serait beaucoup mieux. Après, il faut reconnaître que les gouvernements précédents ont réussi à faire passer sur le plan du droit du travail des choses qui sont en marketing gouvernemental politique assez formidables. Je vais vous dire une chose. Quand il y a eu les lois sur je ne sais pas comment l'appeler, l'assouplissement du droit du travail, des licenciements, les indemnités, tout ça, les questions des étrangers étaient de me dire vous changez ça en France, bon, les Américains, donc il n'y a plus les 35 heures. Et on va pouvoir licencier comme on veut, c'est ça en France? Non, attends, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, on garde les 35 heures et puis le licenciement, non, voilà. Bon, et alors, je dis, comment on va aller leur vendre qu'on a fait quelque chose? C'est très bien passé. La barémisation des indemnités en cas de départ, ça c'est un truc que, par exemple, toute la finance regarde. Hein, la finance, cette finance, alors vous pouvez trouver ça moyen, pas moyen, bon, mais la question c'est, bon, c'est des professions où on vire beaucoup les gens. Bon, c'est comme ça va mal, on vous vire, ça va mieux, on vous rembauche. C'est pas très français. Et chez BlackRock, nous, on n'a jamais fait ça. Donc on est un peu spéciaux dans ces domaines-là, parce qu'on ne fait pas comme d'autres grandes banques américaines dans ces périodes-là. Mais dit, bon, en France, c'est pas tellement qu'il faut payer. Si on vous dit, on doit virer monsieur machin parce qu'il n'y a plus de sous, on ne fait pas d'affaires, la question c'est, est-ce que, si on le vire, on sait à combien ça coûte et est-ce que c'est faisable? Si on dit on ne sait pas, alors on dit, oh là là, on va venir dans des pays où on ne sait pas, ce n'est pas la bonne réponse. Donc ce qu'ils veulent, c'est des réponses. Mais ces réponses, les gens sont conscients qu'un Indien n'est pas un Français, n'est pas un Allemand, n'est pas un Américain. Donc il y a des choses très différentes. Donc on prend les pays comme ils sont. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des choses claires, précises. Voilà. Alors depuis un an, c'est plus compliqué. Là, c'est sûr qu'on est plus difficile. Dire quand ils demandent comment ça fonctionne, dire bon, je sais pas. Bon, enfin bon. Bon, enfin, ça, je rentre un peu dans des sujets un peu trop peut-être. Non, mais c'est intéressant. Moi, je vous avoue, je suis un béotien dans le monde de la finance internationale, donc je vous écoute et j'apprends. Donc c'est bien qu'à un moment donné, les investisseurs se posent des questions politiques
d'ordre politique. Ah ben bien sûr. Non mais, vous en avez cité, d'ailleurs, bon, il faudrait revenir sur chacun d'entre eux, mais c'est pas l'objet de la commission d'enquête, mais sur immigration, là pareil, votre propos m'interpelle, parce qu'on a justement un patronat qui se pose des questions en termes de main-d'œuvre sur un certain nombre de secteurs, notamment aujourd'hui, si aujourd'hui nous n'avions pas de main-d'œuvre étrangère, notamment dans le BTP, dans la restauration, il y aurait des difficultés. Par exemple, on a réalisé des grands travaux du Grand Paris Express et des Jeux Olympiques et Paralympiques avec beaucoup de main-d'œuvre étrangère, et il faut le dire ici, des sans-papiers, dont moi j'estime qu'il faut les régulariser puisqu'ils ont participé quand même pour le coup à construire ces grandes œuvres. Mais le débat n'est pas là. Mais les retraites, on s'éloigne un oui, petit peu de l'objet. Non, mais c'est pas les retraites. Vous parlez de la question des retraites. Vous parlez de la question des licenciements. Donc c'est des questions qui quand même traversent les investisseurs et qui orientent des choix définitifs et sur des attractivités. Et autre chose, j'ai envie de dire, plus que les aides publiques. Ah mais pour nous, oui. Mais bon. Pour nous, sous l'angle, c'est plus important de savoir comment ça Donc si c'est valable pour vous, c'est aussi valable pour un investisseur lambda dans le cadre d'une entreprise. Je pense. Bon, je vous pose la question, mais elle est en pleine dans l'actualité, mais elle ne vous concerne pas directement. Mais on a le groupe auquel j'appartiens, le groupe communiste, a déposé cette proposition de commission dans un contexte social où il y a des entreprises, on est à environ 300 plans de licenciement, PSE, environ 300 000 emplois menacés ou supprimés directement en ce moment même, avec une des questions, c'est une entreprise qui touche des aides publiques, je ne parle pas de BlackRock là, mais notamment là où dans les entreprises du CAC 40 ou d'autres où vous êtes investisseur. Les entreprises qui touchent des aides publiques, la même année, versent des dividendes, et parfois conséquentes, et licencient. Est-ce que vous comprenez, ou pas hein, d'ailleurs, que cela peut créer de l'émotion, voire de la colère chez des salariés, des élus, je ne dis pas tous les élus, des élus, et la population. Par exemple, je prends les 2 sites de Michelin qui ferment. Bon, à Vannes, lorsqu'on dit qu'un emploi créé par une grande entreprise, c'est 3 emplois induits, ce qui est 3 à 4, suivant les secteurs. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est lorsqu'on détruit un emploi, c'est 3 ou 4 qui sont aussi impactés. Donc, quand on a une usine qui ferme de 1000 salariés, derrière, c'est environ 5000 salariés. Et donc, ça a une conséquence pour le bassin d'emploi, le bassin de vie de tel ou tel territoire. Et on est tous des élus de territoires différents avec des opinions politiques différentes. Mais lorsqu'on a une entreprise de 1000 salariés qui ferme, c'est une répercussion et qui pèse sur les collectivités. Est-ce que ça, vous le comprenez? Et est-ce que ça, c'est un débat, d'ailleurs, chez les investisseurs, sur le niveau de rémunération, de dividendes? Et certains PDG, d'ailleurs, nous ont dit, nous, on assume de ne pas demander d'aide, mais de verser des dividendes. D'autres nous ont dit, on a fait le choix d'avoir des aides et de ne pas verser de dividendes sur 2020-2021. Et d'autres nous ont dit, on a fait de la modération, enfin... Et on regarde, c'est un débat, on le sent. Est-ce que vous, c'est un débat que vous avez chez vos investisseurs et vous, personnellement, enfin, vous, président de BlackRock? Non, mais l'émotion, c'est pas ici que je vais le dire. Vous êtes des hommes et des femmes politiques. Vous disiez pas tous les élus. Je pense que tous les élus, quand il y a moi, j'ai vu ça toute ma vie. Quand il y a quelque chose qui ferme sur votre circonscription, vous essayez de tout faire pour essayer d'aider et voire d'éviter. Donc, bien sûr que les salariés peuvent être légitimement en colère. Bien sûr que les élus, c'est compliqué pour vous à gérer, etc. Bon, je reconnais. Moi, je dirais, la question, c'est de savoir pourquoi ils ferment. Pourquoi? Malgré les aides publiques ou sans les aides publiques, parce qu'ils ne sont pas tous avec des aides publiques, mais pourquoi on fait? Mais comment on fait pour que le territoire français demeure attractif, pour que justement ces décisions-là ne soient pas prises? Et il y a plein de choses. Donc voilà, plein de choses qui font que c'est compliqué quand même. Voilà.
moi, je suis administrateur d'une société où le prix de l'énergie est très important. Quand j'ai le patron en face de moi qui me dit aux États-Unis c'est 6 fois moins cher pour faire du verre, combien de temps on dure? Bon, voilà. Bon, donc c'est vrai qu'il faut se poser ces questions-là. Il faut que, naturellement, le débat politique va se focaliser sur comment peut-on licencier alors qu'on donne des dividendes à l'actionnaire. C'est un peu, alors pardonnez-moi, hein, mais c'est un peu facile aussi, parce que bien évidemment, mais il faut aussi rémunérer les actionnaires, parce que si vous les rémunérez pas, alors vous dites, bah, je les rémunère, mais ils ont pris une partie d'aide publique. Alors c'est vrai que le débat d'aide publique devient plus pertinent. Parce que vous êtes plus légitime à dire, bon, bah, si tu n'avais pas demandé, tu ferais un peu ce que tu veux, mais à partir du moment où tu as demandé, etc. Mais en même temps, vous n'avez pas lié ça. Donc, voilà. Donc, bien sûr qu'il faut éviter. Moi, je n'ai pas de réponse là-dessus, parce que ça dépend tellement. Alors, en dehors de prendre une posture politique, mais qui n'est pas mon rôle ici, c'est à vous de prendre les positions. Moi, de toute façon, moins il y a d'aide, mieux c'est pour tout le monde. Hein. Donc, avoir des business qui fonctionnent sans aide, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Après, ça dépend ce qu'on appelle aide et aide. Vous avez dit, il y a tellement de dispositifs. Bon, qui est une aide par le biais d'EDF, Excelsium, pour que les industriels payent moins cher l'électricité. Je ne sais pas si ça s'appelle une aide, mais ça me paraît raisonnable dans le contexte actuel. Voilà. Alors après, les choses dans... Bon, mais je suis sûr que franchement, dans le maquis, vous avez cité le nombre d'aides, il y a sûrement du travail à faire. On peut faire, sûrement. Mais c'est toujours pareil, c'est comme dans la fiscalité. Hein, les niches fiscales, on disait la question, c'est pas la niche fiscale, c'est le chien qui est devant la niche. Bon, ben là, il y aura toujours quelqu'un pour défendre, vous savez mieux que moi, la difficulté de faire bouger les choses. Voilà, donc je comprends la colère, elle peut être légitime, elle est forcément légitime, même des salariés. Comment tout ça est possible? Après, c'est vrai que tout ce qui dépasse... Moi, je vais vous dire quelque chose. Je me suis retrouvé un jour avec un leader syndical, grand leader syndical, d'une grande organisation syndicale française. Et je lui dis, parce que, bon, on n'a toujours pas fermé nos 3 dernières usines au charbon en France, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, j'en sais rien, mais elles ne sont pas fermées. Et il me dit, vous savez, je suis allé à Cordemais, ouais, à côté de Nantes, là, il y a des grandes centrales au charbon. Oui, une centrale au charbon. C'est facile à Paris de dire que le charbon, c'est dégueulasse, qu'il faut changer, qu'il faut passer à autre chose, etc. Quand vous arrivez devant l'usine et qu'il y a les 600 mecs qui sont là, et vous pensez aux familles qui sont derrière, et vous leur dites, vous servez à rien, même vous êtes des salauds parce que vous enfumez la planète, c'est pas si facile. Et je lui ai dit, bienvenue dans la vie réelle. C'est pas si facile, en effet. Donc, voilà, tout ça, c'est compliqué, c'est difficile. Bon, après, il faut qu'on arrive à... c'est toujours pareil, c'est le rôle des politiques aussi, de nous élever pour essayer de régler ce type de problèmes qui sont localement incompréhensibles, mais parfois qu'il faut quand même faire passer. Je dis quand même, ce pays a 3 centrales au charbon. On devrait quand même régler ce problème. C'est pas très compliqué par rapport à la Pologne qui a 85% de son énergie qui est au charbon, de régler le problème en France. Hein. Il y a des très grandes entreprises qui peuvent être, je sais pas, destinataires. Bon, c'est toujours pas réglé. Bon, tant pis. Cordemais, c'est un exemple que je connais bien. Je me suis rendu plusieurs fois sur place. Et on s'est battu avec d'autres élus, notamment du territoire, et le syndicat CGT, qui a fait un projet de reconversion et de conversion en biomasse. Et c'est d'ailleurs l'État et EDF qui, après 10 ans, vous voyez, ça fait 10 ans que ça dure l'affaire, à avoir dit oui, non, viennent d'abandonner le projet. Mais le Sénat et l'Assemblée nationale, dans un texte pour sauver Saint-Avold, ont introduit ici au Sénat, à l'initiative de notre collègue Karine Daniel, sénatrice socialiste, et tout le monde s'y est associé, pour obliger l'État et EDF à convertir dans un projet. Donc j'espère, moi aussi, que ça va bien. Non mais, je finis sur ça avant de passer à ma dernière question. Je sens, j'y mettais
Les formes, on sent un peu de gêne, mais c'est une question extrêmement difficile. Mais le débat avec les investisseurs, parce que c'est ça qui m'intéresse, est-il de dire, on peut comprendre que lorsque une entreprise licencie 1000, 2000, 3000, 4000 salariés, qu'en plus il y a eu des aides publiques, est-ce qu'il y a un débat de dire, on est d'accord de modérer les dividendes sur une année, voire de s'exempter sur une année, ou pas, ou c'est des débats que vous n'avez pas, ou c'est des débats qui animent aussi, notamment des AG, des actionnaires, ou les investisseurs, des comptes tiers. Alors, nous, sur les dividendes, c'est relativement clair. On prend ce que le conseil d'administration a décidé. On considère que c'est le management et le conseil d'administration qui est le mieux à même d'apprécier le niveau de dividende qu'il doit faire pour la société. Et ce débat-là, j'espère surtout qu'il a lieu au conseil d'administration, qui est quand même l'endroit où doit être prise la décision. Donc, vous ne verrez jamais BlackRock vous dire il n'y en a pas assez, ou il y en a trop, etc. On prend. Et en général, nous, on vote à l'Assemblée générale le dividende qui est proposé. Bon, il y en a pas, il y en a moitié, on vote. Où on intervient sur les sujets un peu sociaux, enfin dit, je sais pas, sociétaux, c'est sur la rémunération du dirigeant. Là, nous prenons des positions, puisque là, nous disons, et c'est là qu'on a, et on le fait assez souvent, où on considère que trop rémunéré par rapport aux résultats, ou pas assez, ou etc. Donc on agit plutôt sur quand il faut rémunérer le dirigeant en disant on n'a pas pris assez ceci ou cela. Après, il faut bien voir qu'il y a des entreprises, ça c'est peut-être moins bien perçu. C'est pas parce que vous ne donnez pas de dividendes que votre cours ne va pas augmenter. Si vous prenez Amazon, pendant des années, ils n'ont rien donné. Ils sont à 1000 milliards de capitalisation, donc vous allez me dire, le dividende ne sert à rien. Il y a des industries qui, s'ils ne donnent pas de dividendes, ça se casse la gueule du jour au lendemain. Cet équilibre extrêmement subtil dépend de chaque entreprise et de sa relation avec les investisseurs. Combien est mon retour sur investissement sur la société A par rapport à la société B? Il y a des sociétés où vous n'avez pas de retour, mais vous pensez que ces perspectives de croissance sont telles que vous allez vous retrouver en tant qu'investisseur dans 3 ans, le cours, au lieu d'être à 100, il sera à 200. Donc, vous n'avez pas eu de dividende, mais ce n'est pas grave parce que vous croyez que tout l'argent est mis dans le développement et en CAPEX, et donc ça va augmenter, et donc vous allez vous y retrouver. Il y a d'autres sociétés où l'investisseur ne le croit pas, et donc pour que le cours ne se casse pas la gueule et les capitalisations ne tombent pas, il faut payer. Vous regardez une chose vous pourriez faire ça, vous regardez simplement le taux de distribution des dividendes. Il y a des sociétés qui sont à 70% du résultat, il y en a d'autres qui sont à 20 ou 30. Et donc, pourquoi il y en a à 20 et pourquoi il y en a que 70 et pourquoi ceux qui sont à 70 ne peuvent pas être à 20 ? Ça dépend du secteur où ils sont. Bon, j'ai une dernière question avant de céder la parole. Là, c'est plus aux gestionnaires d'actifs pour compte tiers que je m'adresse. Vous l'avez dit, vous détenez aussi en direct des entreprises, notamment sur les questions énergétiques. Et donc là, je souhaite vous interroger sur cette question. Aucun piège. La question, c'est revenir sur la transparence. Puisque lorsqu'on gère des entreprises, notamment sur la matière énergétique, pour voir si on peut aller au bout de ce projet de transparence. Alors, je vous ai préparé 3 slides pour bien... Ouais, bah oui, j'ai beaucoup travaillé cette audition et elle me passionne. Alors, la première slide, c'est... J'ai retrouvé un papier des Échos de 2015, dont d'ailleurs vous avez cité le grand patron, le PDG de BlackRock mondial. C'est un court article qui dit justement ce que vous venez de développer. On va investir notamment dans le solaire et on veut de la prévisibilité, de la stabilité. Et en France, notamment sur les questions énergétiques, ce qui développe, on peut investir évidemment sur la question solaire. Et comme ma question n'est pas de cibler les personnes, mais bien de voir, je me suis permis de rayer le nom de cacher, si vous me le permettez,
Donc, il s'appelle Christophe. Il est manager et directeur de BlackRock. Et Stéphane, pardon. Voilà, j'avais même changé le nom. Voyez, bon, Stéphane, donc c'est pas la question de tel ou tel nom, peu importe. Vous le connaissez. Vous savez qui c'est. Il est manager depuis 2011 chez vous à BlackRock. Ma deuxième slide. Alors, attendez, je suis pas un spécialiste. C'est comme ça qu'on fait. Alors ça, c'est moi qui l'ai fait. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors, je vais vous l'expliquer. Donc, il y a BlackRock via le fonds GRP3 qui détient Rainier Énergie. Ouais. Jusqu'à là, on est d'accord. Bon. Donc, 2 filiales, Rainier Énergie Opération, 0 salariés, voilà, et Rainier Énergie France, environ 50 salariés, moins de 49, je crois. Bon, voilà, j'ai même mis, vous avez vu, le résultat net, année par après année. Bon. Avec, pareil, deux responsables. Bon. Et d'ailleurs, je me suis dit, alors, tous les chiffres sont publics, je ne révèle pas de secret des affaires, c'est sur Papers. Voilà, je donne mes sources comme d'habitude, donc je ne révèle aucune information non publique qui pourrait vous mettre en difficulté sur le secret des affaires, le secret fiscal, je tiens à le préciser ici. Et donc je me suis dit, mais quand même, BlackRock, cet ogre, vous avez repris, voilà, qui a investi, mais comment il a investi dans le solaire et il arrive à générer, bon, il gère mal son entreprise. Bon. Et là, pour le coup, c'est que derrière, il faut retrouver toute une galaxie. Il y en a plus de 70. C'est-à-dire que Rainier Énergie France, elle chapeaute et elle concourt pour aller chercher à chaque fois des projets solaires ou éoliens. Mais là, vous ne le faites pas supporter par l'entreprise mère. Vous créez à chaque fois une SAS. Et à chaque fois, et il y en a plus de 50, c'est ma dernière, on retrouve le même Stéphane qui, du coup, lui, et toutes ces entreprises comptent 0 salarié, et c'est elle qui développe les projets et qui, elle, concourt aux aides publiques, parce que alors, les aides publiques en matière de solaire, alors depuis 2015, alors, je sais, depuis un mois, là, le gouvernement va resserrer la donne. Mais alors, pendant plusieurs années, et d'ailleurs, c'est un des sujets qui a animé ici beaucoup le Sénat, dans sa diversité, est-ce qu'on aide trop d'acteurs privés sur des projets, les mécanismes de prix, etc., etc. Et donc, vous avez à chaque fois créé une SAS, soit au tribunal de commerce de Bordeaux ou au Reims, vous devez avoir, c'est une très belle ville, Bordeaux, et vous avez raison, mais ce qui permet, et je le redis, je remets la dernière slide, le régime de SAS, de ne pas déposer les comptes des entreprises, et donc, quelque part, c'est autorisé, je tiens à le préciser, ce n'est pas un système, voilà, parce que je ne veux pas participer, mais qui crée une opacité pour une entreprise gérée directement par vous, qui concourt à, et y compris, c'est le patron qui a dit, on va aller et on veut investir massivement, notamment dans le solaire, et vous avez dit au départ, nous on est OK pour la transparence, et puis au final, quand on trouve une entreprise, voilà, avec tout ce système-là, je me dis, bon, est-ce que vous n'auriez pas intérêt que tout soit, notamment sur cette question-là, tout transparent, tout géré par la même société, et que vous disiez, voilà, on fait X millions de chiffre d'affaires, X millions de résultats et X millions d'aides publiques. Je pense que là, ça mettra en adéquation vos propos avec la réalité, notamment d'un actif que vous gérez. Voilà. Ça correspond peut-être aussi certainement, moi je l'imagine comme ça quand je vois ce qui se passe sur nos territoires, par rapport aux différents investissements sur des parcs différents, sur les territoires différents. C'est à chaque fois des sociétés de projet, tout à fait. Voilà, j'en ai mis les 4 derniers que vous avez créés, je n'ai pas remis tous les autres, hein, vous me permettrez. Voilà. Bref. Attendez, on ne peut pas être plus transparent. Vous avez même les résultats de tout le groupe, puisque c'est le résultat de tout le monde. Là. Non. Vous n'avez pas le résultat par champ d'éolien, mais vous avez le résultat de la société. Vous l'avez mis vous-même, résultat net. Ça, c'est le résultat de la société excusez-moi, pardon, je m'en excuse, j'avais pas. C'est celui de Rainier Énergie qui concourt, mais pas qui, du coup, de fait, n'inclut pas le résultat des plus de 50 SAS. Voilà, je vous dis. Non. Si tout est négatif, donc, non, au global, je ne crois pas que BlackRock gérerait un actif avec plus de 50 SAS
avec évidemment un résultat négatif. Mais si, parce que c'est les CAPEX qui coûtent cher dans cette période-là. Donc on est en développement. Donc vous avez beaucoup de CAPEX et pas beaucoup de revenus. Mais le mécanisme de prix, de toute façon, vous assure le mécanisme de prix tel qu'il a été fait. Ah bah oui. Ah ben oui, voilà. Non mais, et donc ça, c'est directement une aide publique. Là, il y a stricto sensu, c'est une aide publique. Les mécanismes de prix, notamment sur ces champs-là, et d'autres, sont des mécanismes d'aide publique directe. Et d'ailleurs, là, dans notre diversité, mais qui est un autre sujet, qu'on a été, je le redis, plusieurs à dénoncer, peu importe. Moi, en plus, je le dis aisément, je m'occupe beaucoup de questions énergétiques et je me suis peu intéressé, modestement, je le dis, peu intéressé à cette question-là. Mais d'autres collègues sont extrêmement spécialistes, notamment dans le groupe LR. Donc voilà, vous voyez. Donc là, je dis que, globalement, moi, je suis plutôt d'accord avec vous sur la question de la transparence. Vous avez raison, et donc on a trouvé un point d'accord. Et je dis que, pour le coup, quand vous gérez directement des actifs, et notamment sur cette question du solaire et de l'énergie, bon, ben, si vous mettez en adéquation vos paroles avec les actes, et sur cette question-là, je pense que ça serait bien. Voilà. Oui. Alors, bon, là, je suis totalement en désaccord avec vous. Parce que vous en avez parfaitement le droit. Oui, mais parce qu'on ne peut pas être beaucoup plus transparent. Alors, les sociétés, il y en a beaucoup, parce que c'est des sociétés de projet. Naturellement, il y a une société dans le Lot-et-Garonne, comme il y a une société dans le Val d'Oise. On ne mélange pas tout, c'est des sociétés de projet. Ensuite, c'est des périodes où on développe, donc il y a beaucoup de CAPEX et pas beaucoup encore de turbines ou de solaire qui fonctionnent. Donc c'est vrai qu'il y a moins de revenus, etc. On a heureusement un EBITDA positif, mais le résultat net ne l'est pas. Et troisièmement, vous avez alors le mécanisme d'aide. Attention, parce que comment je le calcule? Parce que si vous avez un contrat for difference, c'est pas la même chose qu'un plafond. C'est pas. Il y a tellement d'autres choses qui sont faites. Mais ça, moi, je suis prêt à vous dire combien la différence. C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Je sais pas si c'est compliqué. En l'occurrence, parce que là, on a dû de toute façon avoir des appels d'offres de la CRE, d'avoir réussi à un prix. Donc nous, on sait que c'est 60 € le mégawattheure. Bon, après que le mégawattheure actuel il soit à 100 ou à 40, bon, vous avez vu que, en tout cas, dans les 2 années qui viennent, ça a monté et ça a descendu. D'ailleurs, l'État refait, heureusement, a pu récupérer des sous, d'ailleurs, dans la période, dans une des. Et j'ai même précisé, pour que depuis un mois, il y a une volonté d'une nouvelle réglementation qui sert un peu sur les profits. Vous voyez, donc, mais qui a été extrêmement dispendieuse pendant plusieurs années. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée que c'était un truc, maintenant on n'est pas les seuls en France d'avoir fait ça, c'est dire il faut faire du renouvelable, il n'est pas compétitif, donc il faut l'aider. Bon, après, il fallait amorcer la pompe. Vous pouvez être contre ou être pour, mais enfin c'était le système de ce pays. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'ai connu du solaire à 638 le mégawattheure, sur lequel on est revenu rétroactivement, qui était un problème, mais on ne pouvait pas laisser 638 le mégawattheure. Maintenant, on est à, je sais pas, on doit être à 60 ou à 50, donc on a fait beaucoup de progrès. Mais voilà. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on n'arrête pas de dire que le renouvelable, il a acquis son. Monsieur Cyril, la question n'était pas du tout sur la question énergétique, qui est un champ que tout le monde sait. Que je suis pas transparent. Voilà. Mais non, mais qui me passionne d'ailleurs. Mais la question était de la transparence, puisque vous avez dit que vous étiez favorable. Voilà, je me permets. En tout cas, je vous remercie. Pour vous répondre, j'aurai une dernière question à la fin, mais oui. Merci beaucoup. Mais juste après, je donne la parole à mes collègues, mais quelque part, c'est la, alors j'allais dire triste conséquence, mais enfin c'est un constat qu'on fait de la manière dont était appréhendé le développement du renouvelable en France. C'est plutôt d'avoir un plan global national avec des décisions qui peuvent au minimum se faire au niveau régional. Bon, on a laissé chaque commune, chaque communauté de communes, par exemple, développer ses projets et donc faire des appels et monter des structures à chaque fois. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des territoires où il y en a énormément, où il y a énormément d'argent public, et des territoires où il n'y en a presque pas. Alors que si on avait eu une vue d'ensemble du dossier et que ça aurait été géré par l'État via les régions, ça serait passé, à mon avis, bien différemment. On aurait eu beaucoup moins de sociétés, parce que là, on a une société par projet. Même pour monter 3 éoliennes aujourd'hui, ou 2 éoliennes, il y a une société derrière. Alors, sur les prises de parole, Daniel Fargeot. Alors, on va laisser mes collègues poser, je crois qu'on a 2 questions. Enfin, 2 sénateurs qui vont poser des questions, et puis par le fait d'une salve, et vous répondrez à l'ensemble, Monsieur le Président. Donc Daniel Fargeot, et ensuite merci, Michel Président, Massé. Merci, Monsieur le rapporteur, merci à vous, Monsieur le Président. Oui, alors moi, je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être présenté par notre collègue et rapporteur. Pour moi, il y a 2 points.
Vous avez dit ne jamais faire appel aux aides publiques, effectivement, mais là, on voit par ce schéma et la construction de ces SAS par projet, forcément, ces SAS par projet, on fait appel aux aides. Enfin, selon moi, on est bien d'accord. Donc pour le moment, vous êtes sur des entreprises qui sont déficitaires du fait de la programmation d'investissement dans le temps, pour 10 ans, 12 ans. C'est simplement après que vous pourrez retrouver des marges bénéficiaires une fois que vos projets dégageront la consommation énergétique nécessaire. Donc effectivement, là aujourd'hui, vous êtes en période déficitaire sur les entreprises d'énergie. Comment s'appelle cette société voilà. Donc, mais bien évidemment, est-ce que vous avez aussi dans votre constitution de société une holding où tout remonte vers la holding, tous les résultats remontent vers la holding ou pas? Parce que, évidemment, pour le moment, vous avez des déficits qui vont être reportables pendant un certain nombre d'années. Et peut-être que cette holding est elle-même aussi fille d'une mère un peu plus haute, je ne sais pas. Donc il y a un montage financier qui est quand même et juridique très intéressant. Et je pense que pour revenir aux aides publiques, forcément, vous en bénéficiez de façon indirecte. Et en toute transparence, c'est ça que j'aimerais entendre de votre part, si tel est le cas. C'est juste une question, n'ayant vu que les 3 slides présentés par notre collègue Fabien Gay. Ça, c'était ma première question, mais je pense que c'est important dans la gestion un petit peu de votre société BlackRock, et parce que je me demandais pourquoi aussi on vous auditionnait aujourd'hui par rapport à votre activité financière purement et simplement, mais là je pourrais comprendre un peu mieux effectivement. Et puis je voudrais, comme vous l'avez exprimé, monsieur, je ne vais pas m'adresser au Black Rockien ou Black Rocker pour faire un petit jeu de mots, mais aux Cyrilliens du fait de votre remarquable carrière professionnelle. Vous avez réalisé l'ouverture à la concurrence de Gaz de France au début des années 2000. Pouvez-vous nous indiquer dans quelle mesure la question des aides publiques est-elle un enjeu? Alors, vous nous l'avez présenté plus ou moins, mais pour vous, est-ce central, marginal? Alors, plus dans votre carrière précédente, j'entends, hein, puisque vous étiez plus à même de pouvoir aller chercher les aides publiques pour vos sociétés. Selon vous, est-ce un atout ou une complexité spécifiquement française comparée à nos voisins européens? Merci de votre réponse, monsieur. Michel Masset. Monsieur, très brièvement, sur les dernières diapos qui nous ont été présentées, ma question est de savoir si sur chaque lieu d'exploitation, vous êtes propriétaire ou bien si vous êtes sur un partenariat public-privé avec des collectivités. Voilà. Est-ce que la politique est celle d'être soit une société d'exploitation ou être directement propriétaire? Parce que derrière, le partenariat public-privé me paraît important aussi en termes de retour sur un territoire, notamment, je pense, aux collectivités, bien entendu. Ou les deux, hein, voilà, ou les deux, bien sûr, hein, ou les deux politiques. Tout à l'heure, vous avez dit, bon, à partir du moment où une entreprise perçoit régulièrement des aides d'État et que quelque part, elle vit ou elle survit grâce à ces aides d'État, à partir de combien estimez-vous le danger? Est-ce que c'est 10, 15, 20%? Qu'est-ce qui fait un petit peu froid ou peur aux actionnaires disant, voilà. Et puis, le dernier point qui serait un petit peu plus géopolitique, quel est le marché dans la tendance actuelle au niveau, bien sûr, international et mondial également? Et puis j'aurais une autre question, mais c'est un petit peu trop long. Vous avez également dit tout à l'heure que les aides publiques sont parfois mieux organisées dans certains pays. C'était de vous donner un exemple. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Si vous voulez répondre aux questions, merci. Pardon. Sur la question du sénateur Fargeot, oui, c'est différent. Alors d'abord, vous posiez la question de la structure juridique. Nous c'est pas de capitaux. Hein. Enfin, on a acheté cette société qui est notre principale société en France qui développe le renouvelable. C'était une société qui existait, qui n'a pas été développée par nous, qui avait un autre nom d'ailleurs, que nous avons acheté et qui a des projets donc de développement en France. Bon,
elle est achetée, elle est mise dans un fonds, et donc ce fonds est un fonds d'énergie renouvelable européen, qui doit faire 4,5 milliards à peu près de sa totalité, et nous vendons après aux banques, aux assureurs, etc., en disant si vous voulez proposer à vos clients du renouvelable, c'est par là. Voilà. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les sociétés, il n'y a pas des holdings au-dessus, c'est la société Rainer qui est elle-même dans un fonds et donc qui doit rendre des comptes au fonds sur l'utilisation de ses capitaux et sur sa performance, etc. Ça s'arrête là. Alors, sur les aides, franchement, c'est très différent. Encore une fois, si la puissance publique d'un pays a décidé d'aider le renouvelable en disant voilà, il y a un schéma d'aide, nous, on dit est-ce que ce schéma il est bien ou est-ce qu'il n'est pas trop généreux, ou est-ce qu'il n'est pas bien? S'il n'est pas bien, il n'y a pas de problème. Il n'est pas bien, on ne va pas aller dans ce pays parce que le schéma n'est pas solide et pas suffisant. S'il est trop généreux, on se dit un beau jour, on va se réveiller en disant c'est trop généreux, et là le risque c'est de la rétroactivité, qui a été fait en France, dans l'éolien, qui a été fait en Espagne, qui a fait un certain nombre de pays. Et donc ça, il n'y a rien de pire vis-à-vis d'un investisseur de lui dire on t'avait promis 100 et puis c'est 80. Et donc il faut que le système d'aide ne soit pas trop généreux. C'est-à-dire que vous devez le calibrer de telle façon à ce qu'il y a une incitation à y aller, mais que, voilà. Quand moi j'ai commencé à faire de l'éolien offshore avec des prix à 240 € le mégawatt, on avait gagné, s'est dit ça ne va pas durer. Et ça n'a pas duré. Et qui avait raison? Les deux. Les deux, en ce sens que nous, on disait, c'est le prix qu'on fait pour... donc, tout est calculé sur la base de 220, on prend. Mais 4 ans après, vous voyez les gens et vous disent, mais attendez, non, c'est à 80, comment tu peux donner 240 ? Et puis ça se termine par de la rétroactivité et personne n'est content. Donc il ne faut pas être trop généreux. Il faut vraiment le calibrage de l'aide que vous voulez faire à un secteur, il doit être incitatif, mais pas plus. Quand il y a trop Il y avait un moment dans le solaire où, franchement... on gagnait notre vie, on faisait construire un entrepôt à l'agriculteur, on lui mettait le solaire dessus et tout le monde gagnait de l'argent. Excusez-moi, je me permets, monsieur le Président, mais pour appuyer la question de mon collègue Fargeot. Non, la question n'est pas pour vous mettre en difficulté. Oh non, mais... La question est de dire... vous avez dit on n'a pas d'aide, etc. Non, j'ai pas dit on n'a pas d'aide. Vous avez répondu sur les exonérations et le mécénat, et après, on ne vous demande pas le niveau d'aide de l'ensemble des actifs que vous avez à 4 ou 5% dans telle boîte. Je ne pourrais pas vous les donner, d'ailleurs. Mais sur la question donc, là, que j'ai exposé, où vous êtes directement détenteur à 100% d'une entreprise qui déploie, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai passé l'entretien des Échos, parce que c'est donc une vision à long terme, ce qui est tout à fait qu'on ne peut pas reprocher. Voilà, vous avez décidé d'investir parce qu'il y avait de la stabilité, de la prévisibilité, et il y avait de l'argent, parce qu'on subventionnait largement, peu importe, vous comme d'autres, c'est pas ça la question. La question de l'éolien est donc de dire, voilà, ces entreprises et les 50 SAS qui sont autour touchent des subventions directes. Ah non, elles ne touchent pas de subventions. Elles ont un prix différencié. Ce n'est pas des subventions. Oui, mais c'est un accompagnement de l'État comme pour tous les autres projets. Mais vous voyez bien... indirectement, ce sont des aides quand même. C'est indirectement. Bon, mais ce que vous devez comprendre dans l'énergie, c'est que pour investir, quand vous n'êtes pas énergéticien, c'est-à-dire qu'en France, quand vous n'appelez pas Total, EDF ou Engie, la seule question qui compte quand vous investissez, c'est est-ce que mon prix est garanti? Voilà. Et donc, comme personne ne peut garantir un prix, parce que l'énergie fluctue, ce qu'on a fait dans le renouvelable est une exception au prix du marché, puisqu'on a dit on vous garantit un prix.
Donc, est-ce que vous prenez le risque de prix? Et ce risque de prix, on ne veut pas le prendre. Les investisseurs ne veulent pas le prendre. Non, les investisseurs ne voulaient pas le prendre pour une raison simple, c'est qu'ils ne savent pas le gérer. Quand vous appelez EDF, Engie ou Total, vous avez des immenses salles de trading qui vous gèrent vos prix. Et donc, ils savent faire ça, c'est leur métier. Dans une société d'énergie, la première chose à faire, c'est de gérer ses prix. Hein. Donc, plutôt, on voit le côté industriel, mais c'est la gestion des prix. Les investisseurs, eux, s'ils n'ont pas connaissance de prix de vente, avec un marché comme l'énergie où tout le monde, personne n'y comprend quand vous n'êtes pas dans le métier, où est-ce que va le térawattheure, le mégawattheure demain? Ça peut être 40, ça peut être 80. Comment ça fonctionne? On ne sait pas. Comment je peux me couvrir? Je ne sais pas faire. Moi, je n'ai pas du trading. Je ne sais pas couvrir ma production. Donc, je dois le donner à EDF ou à quelqu'un d'autre pour me dire gérez-le pour moi. Donc, la garantie de l'investissement, c'était la stabilité du prix de l'énergie. Pour la stabilité du prix de l'énergie, vous l'avez fixé à un niveau. Pendant longtemps, c'était 90 €. Voilà. On sait que vous faites du renouvelable. L'État français fait ce qu'il faut pour que pendant 10 ans, 15 ans, vous avez 90 €. Au bout de 15 ans, vous n'avez plus rien, vous êtes au marché. C'est ce qui arrive maintenant dans le renouvelable. Maintenant, vous allez voir, et pour ça que vous verrez que ça va beaucoup bouger dans le renouvelable, parce que justement, on arrive au bout du système des 15 ans où vous aviez un prix garanti, et maintenant vous êtes exposé au marché. Et quand vous êtes exposé au marché, vous avez des risques supplémentaires et surtout des gestions nouvelles à faire. Quand c'est 90, tous les ans, vous savez que vous avez vos 90, vous n'avez rien à faire. Quand vous ne savez plus quel est le prix que vous allez vendre, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous couvre, qui vous fait le trading de tout ça. Donc ça va beaucoup changer dans le renouvelable. Si vous voulez arrêter, c'est tout simple, c'est de dire maintenant le renouvelable, c'est comme tout le monde, c'est le prix du marché. Les investisseurs qui veulent y aller prendront les risques de marché et vous verrez qu'il y en aura beaucoup moins. Mais est-ce que c'est un problème? Ça, c'est à vous à décider si c'en est un ou c'en est pas un, mais ça peut être la solution. Non, mais la seule question qui nous était posée, c'est que RNR Énergie, dont vous êtes le propriétaire, a touché des aides publiques, mais comme n'importe quel autre secteur. Voilà, c'est tout. Ouais, non, mais ça, voilà. C'est clair. Et d'ailleurs, tous vos propos me confirme qu'il vaudrait mieux un service public de l'énergie. Oui, parce que vous avez commencé par dire, ceux qui ne sont pas les spécialistes EDF et Total, nous, bon. Oui. Donc voilà. Mais c'est un autre débat, il y aura une autre commission. Et ça n'engage que le rapporteur. Voilà. Pour mes propos n'engagent que moi, comme les tiens ne t'engagent que toi. Bon, sur la question, monsieur, à quel niveau de... Je ne sais pas trop quoi vous dire, quel est le niveau d'aide qui dissuade. Je pense que, oui, quelque chose au-delà de 15%, ça m'apparaît très compliqué de dire, oh là là, voilà. Après, c'est en effet. Un mot sur la géopolitique. Je pense que, un peu bizarrement, il y a dans la période actuelle, qui est quand même assez, je ne sais pas comment la qualifier pour être politiquement correct, mais disons assez particulière, perturbée, me dit Monsieur le Président, il y a une chance pour l'Europe. Il y a une vraie chance pour l'Europe. Et j'espère que nous saurons la saisir. Je pense que nous allons avoir moins d'inflation ici que de l'autre côté de l'Atlantique. Nous pouvons avoir plus de croissance, en tout cas dans le court terme, alors qu'on ne s'y attendait pas. On va avoir un sujet entre nous, c'est que si les Chinois ne peuvent plus exporter aux États-Unis, ils vont vouloir exporter en Europe. Ça sera nous à l'Amérique du Sud. Et que donc, il y aura sûrement une relation sino-européenne qui va être un peu compliquée à gérer, je pense. Voilà. Mais ça va être, à mon avis, un des enjeux. Mais il y a une vraie opportunité pour l'Europe et j'espère que les pays européens vont la saisir. Ceci étant dit, il y a un autre sujet sur lequel nous, chez BlackRock, alors on est très, très, très engagés, c'est que si on veut avancer et faire croître l'Europe, il faut aussi un marché européen des capitaux. Et que là, maintenant, on a fait une chose formidable, c'est qu'on a changé le nom. La Commission ne parle plus de l'Union des marchés de capitaux, qui a quand même été une grande non-réussite, pour ne pas dire plus, mais de, comment on appelle ça, l'Union de l'épargne et de l'investissement. Donc on a commencé par changer le nom, c'était vraiment
c'est de la bonne politique, je dirais, mais il faudrait qu'il y ait des choses derrière, parce que un des atouts pour développer l'Europe, c'est de mettre l'argent, l'épargne, au service du développement de l'économie. Et ce qu'on ne fait pas assez. Et on ne le fait pas assez parce qu'on n'est pas bien organisé en Europe, on ne le fait pas assez parce qu'il n'y a pas assez de confiance. 40% aujourd'hui de l'épargne des Européens est en cash. Donc il faut redonner de la confiance pour que les gens aient envie d'investir. C'est quand on investit qu'on fait croître l'économie. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Merci, Monsieur le Président. On va terminer par comme la tradition le veut, la dernière petite question Oui. du rapporteur. C'est une question extrêmement courte, mais ça serait dommage puisqu'on vient de parler d'actualité. Comment les investisseurs réagissent, notamment sur les déclarations de Trump, sur les critères ESG, de gouvernance, environnementaux, en disant qu'ils souhaitent que les entreprises investissent, ne respectent plus les normes environnementales, les critères de parité, etc., etc. En tout cas, c'est des déclarations extrêmement fortes, donc violentes. Comment réagissent vos investisseurs? Est-ce que ça va poser des questions sur l'investissement en France ou aux États-Unis dans des entreprises françaises ou européennes? Quel est le débat aujourd'hui ou c'est pour l'instant pas un débat? Non, c'est un sujet depuis assez longtemps. Hein. Ça fait bien ça a commencé sous le président Biden, hein, tout ça. Mais nous, on est très clair. Nos clients européens, qui sont pour nous l'essentiel, ici on parle, ils veulent que ça continue. Donc ils nous demandent des. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y a plusieurs gradations, si vous voulez, mais il n'y a pas de changement sur. Il y a une chose très claire. Sur le climat, il faut décarboniser nos économies et il faut continuer à le faire. Et tous nos clients nous demandent d'investir dans la décarbonisation. Si demain on disait il n'y a plus ça, il faut faire autre chose, on perd tous nos clients européens. Donc il n'y a pas de changement. Aux États-Unis, les clients demandent moins. Ça c'est vrai, mais c'est vrai depuis aussi 2-3 ans. Oui, vous confirmez qu'il y a une vraie prise de conscience du RSE, de la RSE En France, en Europe, ah, mais, par rapport aux États-Unis. C'est pas. Oui. La réponse est oui. Oui. Mais il faut dire que les Américains ont un sujet un peu compliqué, c'est qu'ils ont dans leur loi, ce qu'on n'a pas en France ou en Europe, ils ont une obligation de prendre en compte que les critères financiers. Ce qui n'est pas notre. Donc, si quelqu'un dit moi j'aime bien cette société, mais elle rapporte un peu moins, mais il peut aller en prison. Hein. Bon. Donc c'est pas non plus. Les gens ne sont pas dans des situations identiques, disons. Merci, Monsieur le Président. Vous, merci, chers collègues. Merci, Monsieur le rapporteur. C'était encore une belle audition à nouveau. Merci vraiment de la transparence, de la volonté de transparence et de toutes les réponses que vous avez pu nous apporter qui vont, je n'en doute pas, alimenter le rapport qui sera issu de cette commission d'enquête. Merci encore.